Donc, je disais bonjour et merci. Je peux vous parler d'artificialisation, je préfère appeler ça conversion urbaine de terre parce que ça me paraît un terme plus juste, du point de vue de ses coûts, et beaucoup de ces coûts sont environnementaux évidemment, et de ses bénéfices, et beaucoup de ces bénéfices sont pour le logement, les emplois dont sont économiques. On a vu ce matin que pour l'agriculture c'était un peu plus compliqué, et l'idée que je vais développer cet après-midi, c'est que ces coûts et ces bénéfices dépendent en fait de la situation locale. Donc par rapport au topo de ce matin et même à celui de Martin Bocquet à l'instant, je vais descendre à un niveau encore plus local que celui qui a été fait jusqu'à présent. Alors le menu, une petite entrée en bouche très rapide. Mon plat principal, je disais, c'est du local, donc je ferai deux zooms sur deux communes très disparates, évidemment, une petite commune périurbaine et la ville de Grenoble. Et puis, je ne sais pas si ce sera le dessert du menu, j'en tirerai quelques conclusions qui ont déjà été évoqués par Éric Charme ce matin sur le NIMBY et sur On construit dans mon jardin. Alors, ce que je vais vous dire, en fait, c'est extrait d'un certain nombre de publications que j'ai faites depuis 2-3 ans sur le sujet. Je ne vais pas vous les commenter ici. Il y a des articles scientifiques, il y a des rapports pour les ministères, il y a des articles de transfert, etc. Et si vous voulez, vous aurez le PowerPoint, les diaporamas sur le site, donc vous pourrez vous reporter à chacune d'entre elles. Les quelques conclusions que j'en tire, c'est que pourquoi je préfère parler de conversion urbaine des sols que d'artificialisation du sol, c'est que, il n'y a pas de définition scientifique de l'artificialisation. J'ai analysé 1700 références de la littérature anglo-saxonne pour un rapport qui a été évoqué ce matin d'une évaluation scientifique collective, et sur 1700 références, il y en a 4 qui emploie le terme artificialisation. Pour une raison simple, c'est que sur le plan scientifique, on l'a dit aussi ce matin, un champ de blé ou un champ de maïs, c'est aussi artificiel qu'un jardin potager de maison individuelle. Donc il n'y a pas de définition scientifique. Les définitions statistiques sont très diverses sur les organismes, et les mesures sont assez biaisées. Donc je ne fais que répéter ce qui a été dit aussi ce matin, on parle de quelque chose qui n'est pas réellement défini. Pour l'économiste, l'enjeu, c'est de faire la balance entre des bénéfices et des coûts. Les bénéfices, on n'en parle pas très souvent, mais il faut créer des logements pour les ménages. L'INSEE estime qu'il en faut entre 300 et 400 000 par an dans les années 2000. Il faut améliorer la productivité des entreprises, et pour ça, il faut créer des bureaux, des entrepôts, des plateformes logistiques, etc. Et donc, on doit faire intervenir ces bénéfices dans le calcul des avantages et des inconvénients de l'artificialisation. Et on a beaucoup insisté sur les coûts environnementaux, donc je ne reprends pas la diapo de Martin Bocquet à l'instant, biodiversité, potentiel productif agricole, inondabilité des sols, il a peu insisté sur le réchauffement et les émissions de gaz à effet de serre, ils interviennent également, donc le paquet de ces coûts environnementaux qu'on supporte quand on artificialise un hectare est malheureusement pas très bien défini. Et entre ces coûts et ces bénéfices, au niveau national, on n'est pas capable de faire un bilan. Donc on ne peut pas éclairer la décision du décideur politique parce que les connaissances sont insuffisantes. Et par contre, se situant à très fait à dire des choses pertinentes sur ses coûts et ses bénéfices. Alors pour ça, mon premier zoom local, c'est une toute petite commune périurbaine à une demi-heure de Dijon. Donc vous avez ici la carte avec 7 communes qui s'appelle Villebichot, qui est à 30 km de Dijon, un peu moins de Beaune, et près de Nuits-Saint-Georges, qui est un chef-lieu de canton, qui a une population de 400 habitants, mais qui est en croissance, hein, parce qu'on est dans le périurbain. Le périurbain, c'est majoritairement des villes qui sont de cette taille-là, de quelques centaines d'habitants. C'est à peu près la même taille que les communes qui sont dans l'espace réellement rural. Et donc, on a augmenté de 110 habitants en 25 ans, ce qui n'est pas rien par rapport à un total de 400. Si je regarde la couverture des sols, en l'espace d'un un peu plus de 20 ans, il y a différents échanges entre les formes forestées, mais dont sur lesquelles je ne vais pas insister. Il y a un gain de terre cultivée au détriment des prairies.
des prairies, 12 hectares, ce qui n'est pas rien. Et la tache urbaine, je vais la préciser, n'a pas bougé. Alors cette tache urbaine, la voilà, une photo aérienne de la commune de Villebichot. Donc vous avez ces contours ici. Vous avez le village, c'est de l'habitat groupé, comme dans les open fields de l'Est de la France, hein, qui sont entourés de champs qui sont ces couleurs claires, c'est à la fois des labours et des prairies, et tout à fait en périphérie, des forêts. Si je vais regarder de plus près cette tache urbaine, donc la voilà telle qu'on peut la citer à travers le Corinne Landcover, vous voyez que l'habitat est très discontinu. On a 4 logements par hectare, plus quelques grands bâtiments, il y a un poney club, etc. Et puis, dans la tache urbaine elle-même, une dominante de jardins, on va les regarder de plus près dans un instant, mais même de champs. Ceux-ci sont des champs agricoles, ceux-ci sont des champs agricoles, là également, etc. Donc, on dit c'est de l'urbain, mais c'est de l'urbain si peu dense que c'est presque de la campagne. Alors, ce que montrent plus précisément les choses, si je regarde le plan cadastral de cette commune, donc je retrouve ma tache urbaine précédente, et vous avez ici les constructions par époque de construction. Et donc vous voyez évidemment que le cœur du village est assez ancien, c'est les années d'après-guerre pour l'essentiel, et que par contre vous avez ici en couleur rose le plus clair des constructions très récentes qui sont l'extension en fait des 110 logements nouveaux qui ont été construits récemment. Alors, qu'est-ce que, pour aller très vite, quels éléments de bilan je peux tirer de ce zoom très rapide sur cette commune par rapport à mes 2 ambitions qui sont quels sont les avantages économiques et quels sont les coûts environnementaux. Côté économique, je vous l'ai dit en disant on a construit 23 logements, il n'y a quasiment pas d'impact sur la production agricole. Ce n'est pas parce qu'il y a ici quelques centaines de mètres carrés ont été grignotés sur la grande surface agricole de la commune, c'est pas ça qui va changer en fait le potentiel productif agricole. Par contre, si je regarde le côté immobilier, à travers la base de données d'EVF, vous voyez que les maisons ont un prix au mètre carré de surface habitable d'à peu près 1 600 € par mètre carré, sur des parcelles assez grandes qui font presque 600 mètres carrés. Et en comparaison de Dijon, ça fait à peu près 1 000 € par mètre carré d'économie, plus des parcelles qui sont presque 2 fois plus petites. Et même si je compare par rapport aux appartements de Dijon, 1 600 contre 2 200, il n'y a pas photo non plus. Donc de ce point de vue, on peut dire qu'il y a un bénéfice pour les... On va voir la question des transports dans un instant, mais qu'il y a un bénéfice qui est considérable pour les ménages qui ont décidé d'économiser 1 000 € par mètre carré habitable. Côté environnement, je regarde d'abord la biodiversité. Donc la biodiversité, classiquement, on distingue celle qui est en dessous de la biodiversité du sol, qui est en dessous du sol. Et donc je rappelle qu'avec la biodiversité de la mer, c'est la principale réserve de biodiversité de la planète. On voit surtout la biodiversité qui est en surface, mais c'est celle qui est en dessous du sol, qui est de loin la plus importante. Celle-là, clairement, elle a diminué. On a plus de sol imperméabilisé. On a du mal à observer ce qui se passe sous le sol parce que c'est construit dessus et donc les pédologues ou les géologues arrivent mal à aller en dessous, mais il y a une perte de biodiversité hypogée. Par contre, au-dessus du sol, le bilan pour Villebichot, la photo est claire. On a une perte de biodiversité qui est liée au retournement des prairies vers des labours, qui sont en fait des grandes cultures céréalières assez intensives, etc. Et donc perdre 12 hectares de prairies, c'est perdre de la biodiversité. On a une stabilité de la forêt, une stabilité de la tâche bâtie. Donc de ce point de vue, on perd en biodiversité à cause de l'agriculture, les labours, et à cause des logements, imperméabilisation. Problème d'inondabilité, il n'y a pas de cours d'eau. Problème de paysage, ben oui, si vous regardez effectivement pour les gens qui habitaient ici, sur des bâtiments assez anciens, de l'autre côté de la rue, on a mis en 2016 des maisons individuelles avec jardin, donc ils perdent le paysage. C'est-à-dire qu'ils voyaient en fait, on est là, hein, ils voyaient ces grands champs,
et puis il ne voit plus rien sinon la voiture et le parking du voisin. Donc on a une perte de paysage. Sur les émissions de gaz à effet de serre, sur les émissions de gaz à effet de serre, en fait, pour l'instant, les gens utilisent la voiture individuelle pour aller travailler à Dijon ou à Bonn. On pourrait très bien imaginer, dans un système de développement durable, qu'ils aillent avec des moyens doux du village de Villebichot jusqu'à Nuit-Saint-Georges. Ça fait 8 km, c'est plat. Ça peut se faire à bicyclette ou en trottinette électrique si vous voulez. Et Nuit-Saint-Georges, c'est un chef-lieu de canton où il y a une gare, où il y a autour d'autres communes périurbaines et qui donc pourrait être un hub qui transporte par des navettes rapides, gratuites, confortables, fréquentes, etc., les travailleurs jusqu'à Dijon ou jusqu'à Bonn. Et de ce fait, il n'y aurait quasiment pas d'émissions de gaz à effet de serre, ni dans les modes doux de transport vers Nuit-Saint-Georges, ensuite très très faibles dans les transports en commun par des navettes efficaces, et puis ensuite les transports en commun intra-urbains. Donc de ce point de vue, je ne suis pas sûr que le bilan de gaz à effet de serre, si on décide de urbaniser davantage Villebichot, soit négatif. Alors je passe de l'autre côté du système urbain français en regardant Grenoble. Donc je ne vais pas vous présenter Grenoble. Vous avez ici la commune qui est là. Il y a 160 000 habitants. Ça n'a pratiquement pas bougé en 10 ans. Par contre, on a construit des appartements principalement, en tout 11 000 en 10 ans. Mais l'essentiel sont devenus des logements vacants ou des résidences secondaires dont la quantité a doublé. Alors on verra, ce n'est pas forcément négatif sur le plan environnemental. Du point de vue de l'occupation du sol, alors je suis désolé pour Martin Bocquet parce que j'utilise des données de flux, mais parce que le CEREMA avait publié jusqu'à l'an dernier des données de stock sur les quantités de terres agricoles, naturelles et forestières. Et donc sur ces données qui n'ont pas été reprises dans la dernière publication, j'avais 2% de la surface de la commune qui était en terres naturelles, agricoles et forestières, qui pour l'essentiel, je vais y revenir, sont une zone naturelle qui s'appelle la Bastille. Et puis, il n'y a quasiment pas eu, entre 2009 et 2018, en 9 ans, de conversion urbaine. Il y a presque 1 hectare pour des entreprises. Il y a à peine 2400 mètres carrés pour des logements. Alors maintenant, ça ne veut pas dire que le fait qu'il n'y ait que 2% de la surface de la commune qui sont en terres naturelles, agricoles ou forestières, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de verre à Grenoble. Si je regarde le POS, vous avez ici une carte dans laquelle vous avez des parcs, des jardins, des squares, des allées arborées, et puis il y a du bleu, évidemment, également. Et donc, au total, il y a de la chlorophylle, mais il n'y a pas de terre agricole ou forestière. Alors c'est un exemple extrême, mais qui est intéressant pour raisonner. Et par contre, il y a une zone naturelle qui s'appelle la Bastille. Donc vous avez ici une photo qui la représente et qui, alors dans le plus de 2005, parce que le prochain le plus intercommunal n'est pas encore arrêté, mais qui, pour aller très vite, est une zone protégée sacralisée, dans lequel pratiquement tout est interdit de construire, sauf des sites pour la protection du site, le sport, etc. Et ça reste à l'état de nature. Et puis vous avez des jardins et des parcs. Vous avez ici un exemple, mais c'est dans toutes les villes pareil. Même question de bilan par rapport à Villebichot, côté économique et environnement. Côté économique, est-ce qu'il faut continuer à construire de nouveaux logements? Donc ça ne pourrait se faire qu'en hauteur, évidemment, donc plus cher. Plus c'est haut, plus c'est cher. Et ça augmenterait la proportion de logements vacants et de résidences secondaires. Je laisse le point d'interrogation, je ne réponds pas. Et côté entreprise, donc ça par contre, je n'ai pas de statistiques sur les cessations d'activité des entreprises, mais on en a créé beaucoup en 2019. Alors je prends uniquement celles qui sont de plus d'une personne, parce que sinon ça n'a pas de sens. Et ça a créé à peu près 4000 emplois en 10 ans, qui sont pour l'essentiel d'ailleurs des emplois qui ne sont pas pour des locaux grenoblois, mais pour des gens qui viennent de la banlieue ou des communes périurbaines. Côté environnement, il n'y a pas photo sur le verre, il est sacralisé, c'est des poumons verts, c'est un espace naturel. La Bastille est imprenable, c'est ce qu'il faut raconter depuis 1789.
On a construit des logements, je vous l'ai dit, ça augmente la vacance et les résidences secondaires. En même temps, attention, c'est des logements neufs. Donc ceux qui sont vacants, c'est pour l'essentiel des passoires thermiques, évidemment. Et donc ces logements neufs sont moins émetteurs de gaz à effet de serre. Côté transport, ça c'est lié en fait au passage de la commune au vert en 2014, on a moins de voitures et on a un taux d'utilisation des modes doux qui est assez important. Donc, si je fais le bilan, il est pratiquement inverse de celui de Villebichot. C'est-à-dire que côté économique, on a vraiment des doutes sur l'intérêt qu'il y a à continuer à construire des immeubles de plus en plus hauts ou des bureaux de plus en plus hauts. Et côté environnement, l'idée, c'est qu'il faudrait ne rien faire. Et alors donc, c'est en ce sens que je vous disais que le fait de faire des zooms sur des cas extrêmes est quand même assez éclairant. Parce que ces deux communes, voilà, ces deux communes, si je regarde leur position dans le système urbain français, Grenoble, alors il faut que je remonte. Voilà, Grenoble évidemment, donc ici vous avez en ordonnée le taux de terres agricoles naturelles et forestières, et puis en abscisse, si ça veut bien revenir, parce que j'ai quelques petits ennuis, voilà, et en abscisse, c'est les 35 000 communes françaises qui sont là, et puis vous avez la même chose dans lequel on a le pourcentage de terres naturelles, agricoles et forestières et la population en log avec Grenoble et Villebichot. Et vous voyez bien que l'essentiel du système urbain français s'échelonne entre des villes qui ressemblent à Grenoble ou qui ressemblent à Villebichot, ce qui ne veut pas dire qu'il va être facile d'établir un bilan coût-bénéfice, mais vous voyez bien que si on peut imaginer de le faire sur le plan qualitatif, on peut tenter pour des villes qui sont entre ces deux extrêmes de faire la même chose. Par contre, il y a un point commun. C'est mon dessert en quelque sorte, qui est que dans les deux cas, on a du NIMBY, donc Éric Charme nous en a parlé ce matin avec la référence à la littérature américaine, et vous avez du NIMBY à Villebichot, c'est-à-dire que tous ces bâtiments qui sont de l'autre côté de la rue, où on a construit des maisons en 2016, et qui ont perdu leur vue, c'est sûr qu'ils étaient complètement opposés à la réalisation de cette tranche d'urbanisation. Sur la Bastille, si ça visait de construire une nouvelle rangée de logements ou de bureaux sur la frange entre le bâti et la forêt, toute la ville serait vent debout. Ce n'est pas simplement les habitants ici, c'est ceux qui utilisent la Bastille comme terrain de sport, de promenade, d'aventure, etc. Et donc, dans tous les cas, on a des gens qui sont opposés en fait à ce qu'on construise près de chez eux. Or, c'est ce qui se passe. Si on regarde les statistiques du CGDD, 80% en chiffreront des permis de construire sont accordés pour de la densification du tissu urbain existant, y compris le tissu lâche de Villebichot, bien entendu, ou en continuité immédiate de ce tissu, donc c'est mes nouvelles petites maisons à Villebichot par tache d'huile, ou des nouveaux lotissements. Et c'est très très peu. Par mitage de l'espace agricole, il n'y a que 1 sur 6 des permis de construire non agricoles qui sont par mitage de cet espace. Et c'est la même chose, j'ai pris ici un exemple parce que je l'ai trouvé dans la littérature aux États-Unis, où vous avez de la même manière, la quasi-totalité des constructions se font dans un carré d'1 kilomètre autour des habitations. Donc on construit in my backyard. Et puis évidemment, c'est ça qui déplaît aux gens. Parce que la vue est bouchée, le paysage est gâché, le vert disparaît, la densité augmente près de chez moi. Donc il y a toute une série de gènes qui sont très égoïstes, qui sont très individualistes. Mais on ne peut pas les dire comme ça. Et donc on les habille sous des motifs plus nobles, la biodiversité, le patrimoine, les ressources agricoles, etc. D'où ressort le mot d'ordre non à l'artificialisation. Alors je ne dis pas que mon analyse fait le tour du problème. Éric Charme a insisté ce matin, par exemple, sur le comportement des grands opérateurs immobiliers. Et comme c'est un problème complexe, il y a d'autres dimensions que celle-là. Mais celle-là me paraît être réelle, à la fois dans les petites communes périurbaines ou même rurales, et dans les grandes agglomérations.
Et c'est ce que nous dit l'IFOP, en fait, qui a fait un bilan, en fait, des préoccupations à propos des élections municipales. Le deuxième sujet, c'est le refus de la densification. Un architecte reprend la même chose en disant les maires amateurs se cachent, ils ne promènent que de la verdure. D'ailleurs, je pourrais rajouter aux arguments d'Éric Charme de ce matin que ce n'est pas simplement les promoteurs, les grands promoteurs immobiliers qui sont opposés à la périurbanisation et qui défendent Lausanne, c'est aussi les architectes. Ceux qui construisent les tours, ils font leur blé sur la construction des tours et pas sur la construction de pavillons périurbains, évidemment. Et puis c'est la même chose aux États-Unis, c'est-à-dire qu'aux États-Unis, pareil, vous savez que les Américains votent régulièrement comme ils l'ont fait le 4 novembre, et donc dans un sondage récent, alors ça fait plus d'1 sur 6, c'est pas rien, l'étalement urbain et l'artificialisation des sols, c'est le principal problème qui les amène à voter dans les élections municipales, avant les crimes, les violences, etc., même pour les États-Unis. Et donc, je ne reprends pas ce qu'a dit Éric Charme ce matin. Derrière les nobles objectifs, biodiversité, paysage, etc., se cache en fait un objectif individualiste qui est « je vote pour ma maison, pour mon cadre de vie ». Je pense que c'est le cas dans la plupart des pays développés européens, d'où l'adoption par la Commission européenne du ZAN. Et donc ça se traduit par le fait qui m'a surpris quand j'ai découvert ça dans la littérature, c'est que l'artificialisation des sols, c'est un des 10 indicateurs de richesse nationale en France, à la suite de la commission de Senfitoussi, etc. C'est sur le même plan que l'emploi, le chômage, les inégalités, l'espérance de vie, la pauvreté, l'empreinte carbone. L'artificialisation arrive à égalité avec ces 9 autres objectifs. Ça explique que le plan biodiversité de 2018 ait introduit l'objectif européen ZAN de manière un peu, avec quelques prudences. Il n'est pas daté. La Convention citoyenne pour le climat et le Conseil de défense écologique de juillet ont repris l'idée de diviser par 2 le rythme de l'artificialisation d'ici 2040. Après 2040, on n'en parle pas. Donc, c'est pas, en tout cas, c'est pas zéro artificialisation nette en 2050. C'est pas la position de la France. Voilà ce que je voulais vous dire. Alors maintenant, on peut ouvrir le débat. Donc, je résume. Mon idée essentielle, c'est on ne peut pas évaluer les coûts et les bénéfices de l'artificialisation au niveau national. Il semble exister des possibilités au niveau local, mais par contre, ce qui existe un peu partout, c'est effectivement le NIMBY qui contribue à expliquer, à mon sens, ce n'est qu'une idée que je verse au débat, l'opposition de la représentation nationale à l'artificialisation et la reprise, donc j'ai dit sous une forme édulcorée, c'est-à-dire qu'on ne dit pas ça en 2050, on est plus prudent en France, mais on va quand même dans ce sens. Merci de votre attention.